Bonjour et bienvenue aux 14h de Radio J. Steve Nadjar au micro. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. On est ensemble pour une demi-heure d'information et d'analyse. Vous pouvez nous suivre sur votre poste radio, mais aussi sur le site ou l'application de Radio J. Vous êtes également de plus en plus nombreux à nous suivre en vidéo sur Facebook et YouTube. Merci encore de votre fidélité. Au sommaire de cette édition. On fera le point dans quelques instants sur la Covid-19 en France, alors que Jean Castex a annoncé de nouveaux couvre-feux hier. En Israël, la situation s'améliore lentement, nous dira dans cette édition Pascal Zunschein. Et puis à 14h15, mon invité sera le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Je lui demanderai sa réaction aux déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur la présence de rayons kasher et halal dans les supermarchés. Le grand rabbin Corsia qui reviendra également avec nous sur la lutte engagée par les autorités contre le séparatisme islamiste. Juste après, aux alentours de 14h25, l'instant limoud traditionnel du vendredi sur la paracha avec le rabbin Raphaël Sadine. Voilà pour le programme. Tout de suite, le premier bulletin d'information de l'après-midi. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Un nouveau conseil de défense est donc tenu ce matin, Gabriel, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty. Plusieurs nouvelles mesures ont été annoncées. Emmanuel Macron, Jean Castex, les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Justice Éric Dupond-Moretti ont fait le point sur les mesures nouvelles qui pourraient venir parachever le projet de loi sur le séparatisme. Le Premier ministre a annoncé que ce projet de loi sera renforcé par deux nouvelles mesures. Le renforcement de la protection des fonctionnaires contre les pressions comme celle exercée à Conflans-Sainte-Honorine contre Samuel Paty et la proviseure du collège du Bois d'Aulne, et la possibilité de sanctionner ceux qui mettent des informations personnelles en ligne, mettant en danger la vie d'autrui. Après la dissolution du CCIF de Baraka City cette semaine et de la mosquée de Pantin, Jean Castex a annoncé que d'autres dissolutions et fermetures interviendraient dans les semaines à venir. Et on écoute Jean Castex. 1279 signalements à la plateforme Pharos, service spécialisé chargé du recueil des signalements illicites sur Internet, ont permis 27 interpellations. Jean Castex en début d'après-midi. Gabriel, sur le plan sanitaire, le Premier ministre a annoncé hier soir de nouveaux départements sous couvre-feu. 54 départements au total seront sous couvre-feu à partir de ce soir minuit, et ce pendant 6 semaines. La situation est grave en Europe, elle est grave en France, a déclaré le chef du gouvernement. Jean Castex a également averti que des mesures beaucoup plus dures pourraient être annoncées la semaine prochaine si l'épidémie n'était pas jugulée par le couvre-feu. Les semaines qui viennent seront dures, nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve. Et sur le plan comptable, plus de 41 000 nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés hier en France. 2319 patients se trouvent en réanimation actuellement, soit 71 de plus que la veille, et 162 décès supplémentaires ont été recensés les dernières 24 heures. Crise sanitaire et crise économique également. Bruno Le Maire est revenu tout à l'heure sur le coût économique de ce couvre-feu. Le ministre de l'économie prévoit un coût global de plus de 2 milliards d'euros pour financer les mesures de soutien pour les métropoles sous couvre-feu. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, a rassuré le ministre sur Europe 1 ce matin. On écoute Jean Castex. D'abord, je tiens à le rappeler, eu un très fort rebond au troisième trimestre. Donc c'est la preuve que l'économie française a du ressort, qu'elle a des atouts qui sont considérables. Au quatrième trimestre, nous aurons probablement un chiffre de croissance négatif. Et vous aurez reconnu par vous-même la voix de Bruno Le Maire. Dans le reste de l'Europe, Gabriel, la situation sanitaire se dégrade. Le Pays de Galles rentre en confinement à partir d'aujourd'hui pour 2 semaines. En Italie, le Lazio, la région de Rome et la Campanie, celle de Naples, instaure un découvre-feu à partir d'aujourd'hui. La Lombardie, où se situe Milan, avait déjà mis en place une mesure similaire hier. Et au Portugal, certaines villes se reconfinent également. Justice avec la fin de la 8e semaine du procès des attentats de janvier 2015. L'avocate des parties civiles, maître Catherine Schwark, revient sur l'audience de ce matin au micro de Michel Zerbib. Catherine Schwark est avocat partie civile dans ce procès ce matin. Témoignage plutôt intéressant, même très intéressant, d'une certaine Sonia Mejri. C'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, une revenante du djihad. Oui, exactement. Donc Sonia Mejri a pu déposer devant la cour d'assises spéciale ce matin par visioconférence, puisqu'elle est actuellement en détention provisoire. Elle a exposé qu'elle avait été mariée avec Benasser Ben Youssef, dont elle nous a dit qu'il lui avait révélé qu'il était commanditaire des attentats d'Hypercacher.
Elle nous a révélé également qu'elle avait été violée régulièrement par cet homme, mais elle a quand même 2 enfants de lui. À sa mort, elle a été remariée avec une autre personne de nationalité tunisienne, dont elle a eu un autre enfant, et enfin elle a réussi à revenir en France, mais manifestement on voit qu'elle a reçu de l'argent pour revenir en France. Elle a été financée. Elle a été financée. Et elle a vu en Syrie Ayad Boumedienne, la femme de Koulibaly qui est en fuite. Alors elle nous a expliqué qu'elle avait partagé d'ailleurs une maison durant son séjour avec Ayad Boumedienne et Imen Beloussine. Donc, mais apparemment elle indique qu'elle n'était pas, enfin, c'est ce qu'elle dit, qu'elle n'était pas au courant des éléments. Elle n'a pas pu donner beaucoup d'informations, hormis le fait que son premier mari lui a indiqué qu'il était commanditaire un jour où il était très énervé contre sa hiérarchie. 14h06, l'actualité diplomatique. Le Soudan pourrait devenir le 3e pays arabe à normaliser ses relations avec Israël. Des responsables soudanais ont confirmé hier qu'une délégation israélo-américaine s'était rendue à Khartoum cette semaine pour conclure un accord avec l'État hébreu. 2 sources gouvernementales ont déclaré que le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok avait accepté en principe de normaliser les relations, mais pas immédiatement, conditionnant la décision de ratification par un parlement de transition encore inexistant. La délégation israélo-américaine a rencontré le président du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et un haut conseiller du Premier ministre Abdallah Hamdok, selon des sources gouvernementales soudanaises. Et le conseiller à la sécurité nationale américaine, Robert O'Brien, a annoncé hier « Je pense que nous allons bientôt avoir des annonces sur ce front ». Il a ajouté qu'il y a plus à venir après les récents accords négociés par les États-Unis entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn. Un peu plus de 10 jours de l'élection présidentielle américaine, une annonce importante, les États-Unis s'engagent à maintenir la supériorité militaire d'Israël au Moyen-Orient. Un accord a été signé lors de la rencontre entre le ministre de la Défense israélien Benny Gantz et son homologue américain Mark Esper à Washington. L'État hébreu s'inquiète depuis plusieurs mois d'une vente d'avions furtifs F-35 par Washington aux Émirats arabes unis. Les 2 hauts responsables ont signé un document conjoint à l'issue d'entretiens dans la capitale américaine. Selon les médias israéliens, l'engagement des États-Unis porterait sur 4 ans. Nous sommes déterminés à maintenir la supériorité militaire qualitative d'Israël lors des ventes d'armement et réaffirmer notre engagement vers la sécurité d'Israël qui dure depuis longtemps, qui est garantie et qui est inébranlable, a expliqué Mark Esper. Deuxième débat hier soir entre Donald Trump et Joe Biden. On reste aux États-Unis. Un affrontement plus calme et avec moins d'insultes, Gabriel, qu'il y a 2 semaines. À 12 jours du scrutin aux États-Unis, il s'agissait de la dernière chance pour le président de marquer des points et tenter de rattraper son retard sur son adversaire démocrate. Le chef de l'État a de nombreuses reprises tenté de soulever la question des accusations de corruption sur le fils de l'ancien vice-président de Barack Obama, Hunter Biden, dans des affaires en Ukraine. Joe Biden a répondu qu'aucun acte répréhensible n'avait jamais été démontré sur sa famille et que de sérieuses questions se posaient autour de Donald Trump lui-même, y compris sa possession d'un compte bancaire en Chine et son incapacité à publier ses déclarations de revenus. Sur la pandémie de coronavirus, Donald Trump a déclaré que certaines villes avaient connu un pic, mais que c'était fini, et a promis qu'un vaccin arriverait dans les prochaines semaines. On écoute Donald Trump. Il y a eu un grand pic au Texas qui est passé, il y a eu un pic en Arizona qui est passé aussi. Il y a des pics, des augmentations dans d'autres États qui partiront bientôt. On a un vaccin qui arrive, il est prêt, il va être annoncé dans les semaines qui viennent, il sera livré. Et Joe Biden a lui insisté sur le nombre de morts important qu'a connu le pays, plus de 220 000, et dont le président portait l'entière responsabilité. 220 000 Américains sont morts. Si vous n'entendez rien d'autre que je dis ce soir, écoutez ceci. Quiconque est responsable de ces nombreux décès ne devrait pas rester président des États-Unis d'Amérique.
Joe Biden hier soir face à Donald Trump. L'actualité en Israël maintenant, ça a riposté hier soir à des tirs de roquettes du Hamas. L'armée israélienne a frappé des positions du groupe terroriste palestinien dans la bande de Gaza après 2 tirs de roquettes lancés sur son territoire. Une d'elles a été interceptée par le système antimissile Dôme de Fer alors que la seconde est tombée dans un terrain vague. Les tirs de l'armée israélienne ont visé une infrastructure souterraine et un site de fabrication d'armes. Et c'est la 3e fois en une semaine que des roquettes du Hamas sont tirées vers l'État hébreu. Et puis ces révélations du Times, le Hamas aurait un quartier général secret de cyberguerre et de contre-espionnage en Turquie. Le bureau serait dirigé par des hauts militaires à Gaza, selon le quotidien britannique. Le siège s'occuperait principalement du financement et de la coordination et a été créé il y a 2 ans à Istanbul. Le président turc Recep Tayyip Erdogan ne serait pas au courant de l'existence de ce siège ni des membres du Hamas actuellement dans le pays. Selon le rapport, le quartier général serait dirigé par Samar Sarraj, un membre haut placé du Hamas basé à Gaza, qui rencontre directement à Yahya Sinwar, le chef du Hamas, dans la bande de Gaza. En Israël, la pandémie de coronavirus continue de reculer. Les chiffres sont encourageants. Le ministère de la Santé israélien a rapporté 895 cas supplémentaires de coronavirus les dernières 24 heures, soit 2,8% de tests positifs. 570 patients sont dans un état grave et 223 sous respirateur. 7 personnes de plus sont décédées des suites de la maladie hier. On y reviendra dans quelques instants avec notre correspondante Pascal Sunshine. Dans ce contexte, Gabriel, des centaines de personnes ont manifesté hier soir dans les rues de Tel Aviv et Haïfa. Ils protestent contre la gestion de la pandémie par le gouvernement et par Benjamin Netanyahou. Les manifestants veulent mettre en lumière la brutalité policière, la corruption et les problèmes économiques. D'autres manifestations ont eu lieu dans le reste du pays, notamment à Holon, dans la banlieue de Tel Aviv, où des dizaines de manifestants et de contre-manifestants se sont affrontés. Les manifestants pro-gouvernementaux comprenaient des membres du groupe de hooligans de football d'extrême droite, la Familia. En bref, l'ONU a annoncé un accord de cessez-le-feu permanent en Libye. C'est historique. Après 5 jours de discussion à Genève, le gouvernement d'entente nationale et l'armée nationale libyenne sont parvenus à un accord. C'est un tournant important vers la paix et la stabilité en Libye selon l'ONU. La chef de mission chargée du dossier salue les partis pour leur courage. Et puis on termine avec du football. Les clubs israéliens ont gagné hier en Ligue Europa. L'Hapoel Beersheva a emporté 3-1 contre le Slavia Prague avec un doublé du néerlandais Elton Akolace. Le Maccabi Tel Aviv a lui battu les Azéris du Karabagh Agdam 1-0 avec un but de Jonathan Cohen. Et rappelons que Lille a gagné et que Nice s'est lourdement incliné. Merci Gabriel. 14h12, on part en Israël où nous attend Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. On revient ensemble cet après-midi, Pascal, sur le coronavirus. La tendance à la baisse se confirme, Gabriel vient nous le dire, avec moins de 900 nouveaux cas hier. Ce sont les fruits bénéfiques du confinement. Il reste néanmoins, Pascal, à réussir maintenant le déconfinement. Et c'est la partie évidemment la plus complexe de l'opération et on voit d'ailleurs à quel point chaque étape est sensible puisque le gouvernement reporte de jour en jour les décisions quant au déconfinement. Restent évidemment les deux impératifs principaux ou disons les 2 éléments principaux, c'est-à-dire à la fois la remise en activité de l'ensemble du système scolaire et aussi du reste de l'activité économique. Et pour l'instant, les querelles d'experts et les ministres entre eux d'ailleurs n'arrivent pas non plus à se mettre d'accord entre le ministère de la Santé qui appelle à la plus grande prudence et le ministère de l'Éducation ou celui d'ailleurs des Finances qui appelle chacun à reprendre l'activité. Pour l'instant, donc il n'y a toujours pas de consensus. Toujours pas de consensus. Le gouvernement doit de toute façon se réunir dimanche pour essayer cette fois-ci de prendre des décisions. On voit, et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans le journal, que les chiffres sont en baisse régulière, mais en même temps, on constate dans certaines villes, celles qu'on appelle maintenant les localités clignotantes, des tendances de redépart à la hausse de cas de Covid, notamment cette fois d'ailleurs dans les localités arabes israéliennes. Avec des taux d'infection néanmoins assez élevés. Merci beaucoup Pascal et lundi pour un nouveau direct de Jérusalem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On va marquer une courte pause tout de suite dans cette édition, mais restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite du journal en compagnie du grand rabbin de France, Chaim Corsia. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. 14h16, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Tout de suite, le grand entretien de cette édition avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Grand Rabbin, la France est encore bouleversée une semaine après la décapitation de l'enseignant Samuel Paty par un jeune islamiste à Conflans-Sainte-Honorine. Que retenez-vous de l'hommage national qui lui a été rendu mercredi ? Il y avait beaucoup d'émotions en cette cour de la Sorbonne. C'est la première fois que j'assiste à un hommage dans la Sorbonne, parce que d'habitude c'est aux Invalides. Et là, il y avait ce symbole tellement fort de l'éducation, du rêve d'élever la nation, de ce qu'incarnait ce professeur. Et j'ai tenu à préciser aux personnes à qui je pouvais le dire que ce n'est pas le premier professeur assassiné. Il y a eu, n'oublions pas, Jonathan Sandler. Même si les circonstances différentes, il y a déjà eu des professeurs qui ont été visés. Mais là, il y avait quelque chose qui touchait chacun, parce que, et le président l'a très bien dit dans son discours, c'est peut-être le passage le tout bouleversant, c'est que ça renvoie au lien qu'on a chacun et chacune avec un professeur qui a marqué notre vie. Un professeur qui a cru en nous, qui nous a fait aimer une matière. On aime souvent une matière à cause de quelqu'un. Je pourrais vous parler de mes professeurs de CM2, de 6e. Quelqu'un qu'on n'oublie pas. Telle ou telle matière. Oui. Et ce professeur avait tout pour incarner cette façon d'accompagner les élèves en les respectant. Et pourtant, il a été assassiné. Et ça, c'est la négation absolue de ce qu'incarne la France, je dirais la République, de ce qu'incarne ce rêve qui ont été portés par Ferdinand Buisson, par Jules Ferry, de faire des professeurs, ce qu'on a appelé à un moment les hussards noirs de la République, c'est-à-dire celles et ceux par qui on allait transformer le pays en élevant le niveau culturel de Chaim Corsia, mais quand certains observateurs, vous y avez fait allusion au début de cet entretien, font remarquer que ce poignant hommage aurait également dû être rendu en 2012 au professeur Jonathan Sandler de l'école juive de Zarathustra de Toulouse. Ouais. Est-ce que vous trouvez que vous partagez cette impression, ou vous trouvez que c'est malvenu? Non, en fait, c'est différent. Là, il y a quelque chose. Là, c'était l'antisémitisme le plus brutal, le plus violent, et l'assassin à Toulouse est allé chercher la petite Myriam dans la cour, enfin, une horreur. Et là, il y avait quelque chose de l'ordre du refus de l'engagement des professeurs à donner de l'information aux enfants. C'est-à-dire dans la mission même du professeur. Oui, mais est-ce que la solidarité nationale a suffisamment été exprimée en 2012 ? Je l'ai dit et je le redis. En 2012, et permettez-moi d'ajouter Ilan Halimi en 2006, bien sûr, il n'y a eu que de l'indifférence. Oui, il y a eu des mots. Les politiques ont toujours dit les mots qu'il fallait. Mais la réalité, c'est que lorsqu'il y avait des manifestations, nous étions dramatiquement seuls. Et permettez-moi de vous le dire, parce que pour Ilan Halimi, je suis allé 3 fois sur l'Arbre avec les responsables communautaires juifs et avec la maire de Bagneux, 3 fois, pour remettre cet arbre, remettre la plaque qui avait été soit vandalisée, soit cassée, comme si c'était insupportable à l'entourage des meurtriers que finalement une ville, un pays garde mémoire de jeunes qui a été assassiné et torturé parce que juif. Et donc, oui, il y a eu de l'indifférence, mais moi je me tourne toujours vers l'avant. Et donc, cette émotion qui pour la première fois, disons-le froidement, pour la première fois, a donné lieu à autre chose que des mots, mais à des actions, cette émotion me semblait bouleversante, parce que partagée par l'ensemble du pays, que quand on a quelque chose de l'ordre de l'unité, eh ben, il faut essayer de le vivre et d'y apporter notre pierre. Monsieur le Grand Rabbin Chaim Corsia, les plus hautes autorités de l'État multiplient ces derniers jours les actions et les prises de parole contre le séparatisme. On a écouté il y a quelques instants dans ce journal le Premier ministre Jean Castex, mais il y a aussi ces déclarations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à propos de l'existence de rayons halal et kasher dans les supermarchés. Ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait un rayon de telle cuisine communautaire et de tel autre à côté. C'est comme ça que ça commence le communautarisme, a déclaré le patron de la place Beauvau. Se rendre dans un rayon kasher au Monoprix ou à Carrefour, c'est du communautarisme ? Pas du tout, je vous rassure. Et je vais même vous dire mieux, je pense que le ministre irait volontiers acheter des produits kasher ou halal dans les hypermarchés, parce que on le connaît, parce qu'on sait maintenant, on peut, comme tout le monde, avoir un mot qui dépasse la pensée. Ça montre à quel point cette violence de l'agression a fait perdre certains repères à certains, mais il l'a dit, genre le président de l'Assemblée nationale a dit que lui, il n'avait aucun problème à acheter des produits bretons dans son hypermarché, et on le sait tous, il n'y a aucun problème. Mais vous pensez que ces propos ont dépassé ça ? Bon, oui,
oui, évidemment oui, parce qu'à côté de cela, il est d'une parfaite loyauté, un engagement total, un engagement républicain pour défendre nos lieux de culte et pour nous aider. Donc, c'est pas la question. Oui, les mots sont malheureux, on aurait pu le dire autrement, surtout quand vous regardez bien l'interview. Ce qu'il visait, disons-le clairement, c'était par exemple Nike qui lance des burkinis, alors qu'on peut pas à la fois dire c'est pas normal de différencier, de traiter les hommes ou les femmes comme cela, et en même temps de vendre des burkinis. Il parlait du marketing communautariste de cet acte. C'est ce qu'il disait. Après, il est parti là-dessus. De vous à moi, je pense qu'il a reconnu que c'était dommage d'avoir dit ça. C'est parfois difficile pour un ministre de revenir, mais faisons-lui confiance pour avoir compris ce qu'on lui a dit et pas forcément sous les caméras et sous les micros, parce qu'on peut dire des choses, y compris un ministre, sans forcément le morigéner publiquement. Monsieur le grand rabbin de France, j'aimerais vous faire réagir à une autre déclaration, celle-là de François Bayrou, président du MoDem, qui s'est prononcé hier en faveur d'une taxe sur les produits halal qui pourrait permettre de financer le culte musulman, une taxe qui pourrait également, selon lui, concerner les produits cachers. Est-ce que vous y êtes favorable ? Écoutez, depuis très longtemps, l'islam cherche à copier le modèle du consistoire, qui est un modèle pérenne depuis 200 ans. Il est vrai que, à cause d'une décision du Conseil d'État, une décision judiciaire, le consistoire n'a pas cette façon qu'il avait d'organiser, parce que quand le consistoire prend des taxes sur la viande et sur tous les produits quelconques, c'est une répartition absolue pour les communautés, c'est au service de la communauté. Donc c'est un modèle qui garantit une péréquation et qui fait que les taxes sont reversées intégralement. Est-ce qu'il pourrait y avoir une taxe supplémentaire avec le risque d'inflation dans les supermarchés ? Non. Chez nous, non. Il a pris cet exemple pour dire qu'il faut s'inspirer de l'exemple et du modèle de la communauté juive pour essayer de construire un nouveau modèle économique pour la communauté musulmane. Mais je peux vous garantir que François Bayrou connaît parfaitement notre système d'organisation. N'oublions pas qu'il a été plusieurs fois ministre, dont de l'éducation notamment. Oui, mais pas exclusivement de l'éducation. Il a été à la justice, il a été à beaucoup de ministères, et il connaît parfaitement l'organisation de l'abattage rituel en France, et il en a été un des grands défenseurs. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin de France, Raïm Korsia, d'avoir été mon invité cet après-midi. À bientôt sur Radio J, et Shabbat Shalom à vous. Une respiration spirituelle maintenant en ce vendredi après-midi. Bonjour Raphaël Sadine. Bonjour à vous et aux auditeurs. On vous retrouve avec plaisir comme chaque semaine pour l'instant Limoud. 5 minutes à l'écoute de la Parachat Noach. Cette semaine, une péricope dominée par le déluge, évidemment, le Maboul qui engloutit le monde à l'exception des résidents de l'arche de Noach. Rav Sadine, que faut-il comprendre dans nos vies quotidiennes de ce fameux épisode ? Écoutez, il y a énormément d'enseignements, mais l'enseignement qui me paraît le plus extraordinaire, c'est une des techniques exégétiques d'interprétation du texte. Vous savez que tout le monde connaît les gammatriotes, de transformer les lettres en chiffres, mais en nombre. Mais il y a une autre façon de prendre les chiffres et d'en faire des lettres. Alors quand on prend les mesures de l'arche, elles étaient 300 amotes de long, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut, et qu'on les transforme en lettres, ça fait lamed, shin, nun, ça fait lachon. Lachon, c'est la parole. Or, en hébreu, la langue, si vous préférez. Or, en hébreu, la langue produit ce qu'on appelle en hébreu des teva. Teva, c'est des mots, mais c'est aussi l'arche. Et c'est extraordinaire de voir ça. Ça voudrait dire que tout le monde se pose la question comment dans un petit paquebot de 150 mètres de long, on peut mettre toute l'espèce animale, toutes les espèces animales, végétaux et humains. Et il y a, le texte nous dit, il y a eu une sorte de miracle. La science a découvert la relativité du temps. Il y a une relativité de l'espace. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un miracle, que dans un espace assez réduit, on a pu mettre toute l'espèce humaine, végétale et animale. Ce qui voudrait nous dire par là que, et c'est extraordinaire que ce soit signifié en termes de langage, que le secret du langage, c'est la possibilité de contenir ce qu'on appelle en hébreu moat, marzik et tameroubé. Peu de choses peut contenir l'infini. Pascal disait, dans l'univers, je suis qu'un tout petit point pratiquement insignifiant, mais par ma pensée, je contiens tout l'univers. C'est-à-dire que une parole peut contenir le sens
de tout l'univers. Or, ce qui s'est passé dans l'Arche de Noé, il faut le comprendre, c'est comme une parole flottante dans l'océan dévastateur du déluge. Et cette parole flottante, l'humanité, toute l'espèce vivante est entrée, protégée dans cette parole flottante. Ça voudrait dire que la parole est un phénomène, effectivement, de l'infinie puissance du dire, le pouvoir dire excédant toujours le vouloir dire, mais ça voudrait dire qu'on est capable aussi, nous, pour se protéger des déluges, ça peut être les déluges aujourd'hui du corona, les déluges économiques, les déluges affectifs, de créer un espace de sens, un discours spirituel dans lequel l'homme s'intègre et peut traverser toutes les épreuves et s'en ressortir grandi. Rav Sadine, c'est un des enseignements les plus extraordinaires de la paracha de Noach. Rav Sadine, est-ce à dire également que la déficience de la parole a également été à l'origine du déluge ? Bien sûr, je pense qu'elle est le vol, la déficience du langage, et je pense qu'on est tout le temps confronté à ce genre d'inflation, des dévastations des valeurs suprêmes, des valeurs qui font que l'homme est homme. Or, aujourd'hui aussi, le déluge médiatique fait partie aussi de la nécessité pour chacun d'entre nous de se ressourcer à partir d'une confrontation réelle à l'étude des textes, à l'étude du sens, à la réflexion, qui ne sont pas simplement des opérations cognitives de la pensée, mais qui sont la capacité de créer des espaces, des temps rédimés, sanctifiés, où l'homme en ressort complètement régénéré comme une nouvelle humanité. Vous voulez dire qu'on parle aujourd'hui trop, qu'on parle mal, notamment sur les réseaux sociaux ? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui on est véritablement dans un déluge de paroles où chacun, l'autorité de la parole et l'échelle de valeur de la parole a été complètement nivelée. Chacun aujourd'hui peut, sur les réseaux sociaux, prétendre à une parole universelle qui dit sa propre vérité, et cette propre vérité est créditée par la force des réseaux sociaux comme si c'était une parole aussi valable que le plus grand des initiés, et on est dans une confusion totale du sens. Et c'est pareil dans le système éducatif, d'ailleurs pas qu'en France, en Israël, on est confronté au même problème. Et retrouver l'expérience initiatique, c'est-à-dire l'humilité de grimper les échelles du savoir et d'être capable et sensible à une parole poétique, spirituelle, qui exprime plus que l'opinion, c'est aujourd'hui une nécessité absolue pour sauver, pas simplement l'éducation ni la parole, mais pour sauver l'humanité elle-même. Il nous reste une minute, Rav Sadine. Il y a un épisode très frappant après le déluge qui voit Noé, goûter à sa vigne et finir nu, observé par l'un de ses fils Ram. À quoi Noé cherche-t-il à échapper à travers cette ivresse? C'est tout à fait lié à ce qu'on vient de dire. C'est que l'homme, en tant qu'homme, vous savez que le mot homme en hébreu c'est Adam. Or, Adam est un anagramme de méod, qui veut dire excès plus. L'homme ne peut pas vivre dans son terre, il a besoin d'évasion. L'homme a toujours besoin d'évasion. Alors, il a besoin de trouver autre chose que sa condition médiocre d'être là, d'être animal. Et le choix d'évasion, c'est une évasion, encore une fois, spirituelle, d'élévation intellectuelle et spirituelle et poétique, ou bien une évasion factice. Comme aujourd'hui les médias, les films nous donnent. Or, le fait que la première faute que Noé fait, c'est que son besoin d'évasion ne s'exprime pas par la tentative d'une mystique, d'une spiritualité qui rejoint Dieu, mais par l'absorption d'alcool qui lui donne des paradis artificiels et une évasion factice qui l'amène à la faute. Donc c'est extraordinaire que ce qui a mené à la destruction de l'humanité avec le déluge est reconduit, enfin à un stade bien sûr inférieur, heureusement, par Noah, comme si on voulait nous dire, faites attention, l'homme a besoin d'évasion, c'est sa grandeur. L'homme reste à savoir laquelle. Justement, l'homme se doit de vivre, d'être plus grand que ce qu'il est. Merci. D'avoir une vie qui excède les limites de ce qu'il est. Mais il faut choisir le bon excès et pas le mauvais excès. Merci beaucoup. Un des enseignements de la paracha. Et merci beaucoup de nous l'enseigner cet après-midi. Shabbat Shalom Raphaël Sadine. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Verbe et la Lumière, le judaïsme et nous, paru aux éditions du Cerf. On termine avec de la musique ce 14h. Maor Edri Ishti, ma femme, l'occasion de souhaiter à toutes celles qui nous écoutent et à leur famille un bon week-end. Tout de suite, c'est notre camarade Philippe Sinclair qui prend le relais. Bonjour Philippe. Bonjour camarade Steve. Bel après-midi. Bon après-midi également. Shabbat Shalom à toutes et à tous. À lundi. Et d'ici là, portez-vous bien.